Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui mercredi 26 août 2026 et notre cher ami, notre frère, Matt Ho, est avec nous. Bon retour parmi nous, Matt. Bonjour, mais Roswell. C'est bon de vous revoir, Matt. Permettez-moi d'afficher l'un des derniers messages de Donald Trump sur Truth Social. Voici ce qu'il a publié, Matt. Il l'a publié? Oui, j'imagine. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Bien sûr qu'il l'a publié. 2001 et 2021, émission accomplie. Et puis Donald Trump, rien qu'en 2026, a tout accompli. Parlons des accomplissements de Donald Trump, Matt. Qu'a-t-il accompli jusqu'ici? Parce que comme nous le savons, il revient à l'opération Paria économique en Asie occidentale contre l'Iran. Et il y a aussi le cas de l'Ukraine. D'une certaine manière, nous avons eu le directeur de la CIA qui s'est rendu en Ukraine pour parler avec les Ukrainiens. Beaucoup de gens spéculent là-dessus. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Mais il est bon de réunir tous ces fronts pour comprendre quels ont été, jusqu'à présent, les accomplissements de Donald Trump en tant que président des États-Unis. Mon Dieu. Je veux dire, s'agissant des domaines où il a réussi, il faut évidemment lui reconnaître le Venezuela. Ça me plaît pas. Je n'aime pas ce qu'il a fait, mais cette opération-là a clairement été un succès. Ils ont désormais un État client au Venezuela et en gros, une opération clé en main. Et je ne sais même pas quand j'ai entendu le nom de Nicolas Maduro pour la dernière fois, vous voyez? Donc là-dessus, ils ont réussi. Sinon, on commence vraiment à manquer d'exemples. Ou alors on se dit, peut-être que ça va marcher. Peut-être qu'il est trop tôt pour le dire. En restant en Amérique du Sud, son soutien à Milei, ça a contribué au bon résultat du parti de Milei aux élections il y a environ un an, au moment où les Américains ont renfloué l'Argentine. Mais ensuite, on voit l'instabilité que leurs actions dans le Pacifique oriental et dans les Caraïbes provoquent. Ils ont tué 200 personnes, détruit environ 70 bateaux avec des drones tirant des missiles. Et l'instabilité que cela engendre n'a soi-disant aucun effet sur l'importation de drogue aux États-Unis. Donc je pense que d'une région à l'autre, on voit quelques exemples de réussite, mais surtout des résultats mitigés. Ou alors, ils ont simplement, vous savez, aggravé les choses. Ce qu'il a fait avec l'Europe, en tout cas, n'a fait qu'empirer les relations. Il a ce fantasme de les humilier, en quelque sorte, et de les rendre aussi soumis que possible. Dans quel but? On ne le comprend tout simplement pas. On ne sait pas. Il ne suit absolument pas sa stratégie de sécurité nationale. Il ne cesse de chercher querelle à différents pays. Pour quelles raisons? Il essaye de lancer ces guerres commerciales qui, au final, font plus de mal aux États-Unis qu'à l'autre pays. La Chine en a été le meilleur exemple l'an dernier. Et maintenant, il cherche la bagarre avec le Canada. Et vous savez juste un point là-dessus. Les États-Unis connaissent en ce moment une pénurie de diesel. Le diesel nous coûte 5,60 $ le gallon. Il y a 6 mois, c'était autour de 3,50 $ le gallon. Le diesel a augmenté de 50%. Aux États-Unis, nous utilisons 4 millions de barils de diesel par jour. Et cet homme cherche la bagarre, alors que nous recevons chaque jour des centaines de milliers de barils de pétrole brut lourd, celui qui sert à produire le diesel, en pleine pénurie mondiale de diesel. Une pénurie en partie provoquée par notre soutien à l'Ukraine pour attaquer la Russie, vous savez, avec notre technologie, nos renseignements, notre SMIS. Je veux dire, dans quel but? À quelle fin toute cette folie? Et puis, bien sûr, il y a l'exemple du Moyen-Orient. Son soutien, je pense, permet à Israël d'aller trop loin, de s'empêtrer à ce point avec ses colons extrémistes qu'il finira par provoquer sa propre destruction. Mais avec cette guerre contre l'Iran, le fait de mener cette guerre à son terme a jusqu'ici satisfait les projets et les objectifs de l'État islamique d'Iran mieux qu'ils n'auraient pu le faire eux-mêmes.
Les Iraniens, probablement, si vous leur aviez parlé en février, auraient peut-être dit « Oui, notre objectif est de chasser les États-Unis de la région, mais nous n'en sommes pas sûrs. » Et maintenant, ils le font. Ils le font. Ils ne vont pas chasser complètement les Américains. Les Américains resteront en Israël et en Jordanie. Mais l'idée que ces bases américaines dans le Golfe Persique restent en place, c'est très, très douteux. Et cela tient autant aux forces iraniennes de missiles et de drones, israéliennes, non, iraniennes, qu'à la stupidité de Trump, n'est-ce pas? Donc, il faut reconnaître aux Iraniens le mérite d'avoir eu les moyens de créer ces forces, d'être capables de les utiliser, d'avoir une stratégie, et ainsi de suite. Mais je dois aussi accorder beaucoup de crédit à Trump et à sa clique, à la stupidité de son régime pour avoir mis les États-Unis dans cette situation. Donc vous savez, il y a 2 ou 3 choses qu'on peut dire. D'accord, Trump a obtenu ce qu'il voulait. Mais pour le reste, soit il est trop tôt pour le dire, soit c'est mauvais. Matt, on a eu le chef de l'armée pakistanaise, Asim Munir, qui est allé en Iran pour discuter avec les Iraniens. Ensuite, après l'annonce de Scott Bessent à ce sujet, il va lancer l'opération Paria économique. Un journaliste a demandé à Scott Bessent « Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez imposer des sanctions secondaires à la Chine ?» Il a répondu « Non. Vous êtes fou. Vous voulez que je fasse exploser l'économie mondiale. Je sais, je sais. » Alors qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Dites-moi un peu plus. Vous savez à quel point c'est grave, à quel point c'est dangereux. Vous savez quelles seront probablement les mesures prises, les représailles de la Chine, pas seulement des Iraniens, mais aussi de ces pays auxquels, dites-vous, vous allez infliger ces conséquences monumentales, historiques. Et vous savez à quel point c'est dangereux. La stupidité de tout ça. Je viens de le dire à Danny Davis, mais c'est la même chose. Soit Bessent est trop stupide, soit il est complice. Franchement, c'est ridicule. Je ne trouve même pas les mots pour décrire ça. Pendant ce temps, nous avons 40 000 milliards de dollars de dette. Nous avons un marché obligataire en crise. Qui sait ce qui va lui arriver? Plus de 60% des Américains vivent d'un salaire à l'autre. Les impayés de dette atteignent un niveau historique. Les dettes, dans de nombreuses catégories, atteignent elles aussi un niveau historique. Je veux dire, nous faisons face à une crise vraiment, vraiment dangereuse, et il ne fait rien à ce sujet, alors que la dette s'élève à 40 000 milliards de dollars. Le secrétaire au Trésor dit « Ne vous inquiétez pas, nous allons nous en sortir en misant sur la croissance. » Il dit aussi « Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle les prix du pétrole sont si élevés. » Je veux dire, enfin, vous voyez, on a affaire à un homme qui est soit trop bête, soit complice. Et vous savez, comme dans le film Casino, dans les 2 cas, comme le dit Robert De Niro, vous ne pouvez pas travailler ici. C'est pareil. Dans les 2 cas, Bessent est soit trop bête, soit complice. Et dans les 2 cas, il ne devrait pas être secrétaire au Trésor. Et c'est ce que nous faisons. Ce n'est donc pas seulement Bessent, c'est toute cette galerie de personnages, n'est-ce pas? Ce petit cercle autour de Trump, Rubio, Wiles, Hegseth, Kushner, Witkoff. Je crois que Lutnick en fait parfois partie aussi. Mais ce sont ces, vous savez, demi-imbéciles qui ne se contentent pas de diriger ce pays, mais qui dirigent le monde. Et Bessent, au moins, a eu la décence d'admettre que ces mesures, avec leurs conséquences prévisibles, provoqueront un effondrement économique dans le monde entier. Un effondrement dont le monde finirait par se remettre, mais dont les Américains, eux, ne se remettraient pas. Je veux dire, depuis 1991, n'est-ce pas? Nous assistons à une érosion constante de la puissance et de l'influence américaine dans le monde. Et cela ne fera accélérer le phénomène. On a déjà dépassé le point de bascule.
Donc cette idée selon laquelle vous allez appliquer ces sanctions secondaires, qui vont en réalité devoir, enfin, ils sont assez intelligents pour savoir que ces sanctions secondaires devraient viser les banques chinoises. Je parle précisément de la Chine. Les banques chinoises qui traitent à la fois les dollars et d'autres devises. Pas ces petites banques chinoises qui ne traitent que les yuan ou qui ne font affaire qu'en roubles ou autres, n'est-ce pas? Le département du Trésor doit comprendre que c'est elle qu'il faut viser. Il faut s'en prendre à ces grandes banques. Et la Chine compte, je crois, 5 des 10 plus grandes banques du monde. China has, I think, 5 of the 10 largest banks in the world. And so, if you were to do that, Et donc, vous savez, si vous faisiez ça, quelle serait la réponse des Chinois? Ce serait des représailles, comme on l'a vu l'an dernier, quand la Chine a menacé de nous couper l'accès à nos minerais critiques, nos métaux et nos aimants. Ce serait ça, et plus encore. Et en plus, il y aurait cet engagement des Chinois et de tous les autres. Évidemment, les pays des BRICS, mais aussi d'autres nations, commenceraient vraiment à comprendre qu'il faut s'éloigner des Américains, que le système du dollar doit prendre fin. Donc vous savez, c'est pour ça que je dis que les Américains ne s'en remettraient jamais, parce que le monde sortirait de cet effondrement économique. Elle sortira de la dépression provoquée par ces sanctions secondaires. Nous n'avons même pas parlé des représailles iraniennes. Les Iraniens pourraient décider que la façon de riposter au fait que toutes leurs exportations soient interrompues, c'est de détruire les capacités d'exportation de tous leurs voisins. Et voilà aussi une dépression économique mondiale. On pourrait se remettre de tout cela en 3 ans, 4 ans, 10 ans, peu importe. Mais la partie américaine, elle, ne s'en remettrait jamais, parce que le monde changerait. De la même manière qu'il y a eu un changement de l'ordre monétaire et financier mondial et du système économique avant et après la Seconde Guerre mondiale, on aurait la version du XXIe siècle de Bretton Woods. Et les Américains n'auraient plus la suprématie de leur dollar. Ils n'auraient plus la monnaie de réserve mondiale. Oubliez le pétrodollar, bien sûr. Mais les Américains ne seraient alors plus en mesure de financer leurs dettes. Et avec l'effondrement qui résulterait de la dévaluation du dollar, le coût pour le public américain, nous sommes une nation d'importateurs. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un dollar faible. Vous imaginez à quoi ressemblerait l'inflation dans ce pays? Enfin, et ainsi de suite. Et puis, ajoutons aussi le changement climatique, contre lequel nous ne faisons rien. Ajoutons le changement climatique et voyons à quoi ressembleront les États-Unis en 2035. Et je pense que c'est à cela que nous avons affaire ici. Matt, je disais que le ministre pakistanais des Affaires étrangères s'est rendu en Iran. Ensuite, le ministre omanais des Affaires étrangères est allé en Iran pour en parler. Et il y a quelques instants, nous avons appris que demain, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar vont se rendre à Téhéran pour discuter avec les Iraniens, afin de désamorcer la situation et de créer, disent-ils, les conditions d'un dialogue entre les États-Unis et l'Iran. C'est ce qui se passe. Et je suppose que Donald Trump est derrière tous ces mouvements, parce qu'il pousse le Qatar à aller à Téhéran. Il pousse ce même ministre à aller à Téhéran. Selon vous, que cherche-t-il? Tout est tellement confus sous tous les angles. Ça n'a pas de sens. Vous savez, le mémorandum d'entente, en sortir, lui donner des moyens de pression. Et encore une fois, on en revient à la fureur économique. C'était déjà la fureur économique auparavant. Maintenant, c'est l'opération paria économique. Qu'en pensez-vous? Oui, eh bien, c'est une bonne chose. Si l'on reprend votre analyse, Nima, dont je ne doute pas, même si je ne la partage pas, je n'en doute pas non plus, je pense qu'il est tout à fait possible que ce soit une pression des Américains qui force ce dialogue. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Imaginez les Qataris, les Pakistanais, les Omanais sur place, en train de mentir aux Iraniens. Écoutez, les Américains sont sérieux. Ils vont tout sanctionner.
On va assister à un véritable effondrement. On va avoir de gros problèmes, céder simplement sur quelques points. Et quelle va être la réponse des Iraniens? No. Non, nous ne nous rendons pas. Je veux dire, c'est clair. Donc peut-être qu'on pourrait pousser les Iraniens, d'une certaine manière, à se montrer plus conciliants, je suppose, et à accepter certaines choses qu'ils n'accepteraient peut-être pas autrement. Mais les questions centrales ici, c'est le contrôle du détroit d'Ormuz, ainsi que la démilitarisation de l'Iran. C'est essentiellement de cela qu'ils parlent. Les questions nucléaires, les forces de missiles balistiques, l'abandon de leurs alliances dans toute la région. Les Iraniens ne vont pas accepter ça. Pas du tout. Donc je ne vois pas où cela peut mener. Et du point de vue iranien, ils peuvent aussi se dire, écoutez, de toute façon, ils vont essayer de nous étrangler économiquement. Alors notre meilleure défense, c'est de faire en sorte que tout le monde ressente cette douleur, lui aussi. Et je pense que pour les Iraniens, ça devrait fonctionner comme ça. Les premiers ministres, les maréchaux et les ministres des Affaires étrangères de tous ces pays devraient aller à Washington et dire ça à Trump. Lui dire, vous allez tous nous entraîner dans votre chute si vous continuez comme ça. Laissez-les tranquilles. Prenez du recul. Laissez-les gérer ça. Dans un an, vous savez, et on en reparlera, tout sera revenu à la normale. La crise aura disparu. Oui, les Iraniens gagneront un peu d'argent grâce au détroit d'Ormuz. Et alors, le pétrole sera redescendu. Peut-être qu'il ne sera pas à $66 le baril, mais à $68 le baril. Enfin, voilà, je pense que ce serait la réponse iranienne. Et c'est ce à quoi je m'attends. Mais peut-être que les Iraniens vont... Enfin, on verra. Je ne comprends pas quelle part de l'économie iranienne peut survivre à ces sanctions. Vous voyez? Je ne comprends pas quelle part représente le commerce informel qui existe entre l'Iran et tous ces pays. Je ne parle pas du commerce officiel, mais du commerce informel. Vous voyez? Cette idée-là, quand les Émiratis ont annoncé la semaine dernière qu'ils annulaient ou arrêtaient tout leur commerce avec l'Iran, avant de revenir là-dessus en disant « non, on parle seulement de questions financières », et ainsi de suite. Je n'arrivais pas à imaginer les Émiratis arrêter ce commerce de 30 milliards de dollars par an, qui consiste notamment à envoyer des réfrigérateurs à travers le golfe Persique vers l'Iran. Enfin, je n'arrivais tout simplement pas à l'imaginer. Est-ce que les Émiratis vont vraiment détruire tout ce pan de leur économie? Vraiment? Enfin, voilà. Donc je ne sais pas. Quand on entend dire que les exportations iraniennes chuteraient, qu'elles s'arrêteraient net, je ne pense pas qu'aucun d'entre nous y croit, de toute façon. Mais admettons que ça marche. Ça représente quel pourcentage, au juste? Je ne pense pas que ce soit énorme. Et puis, il y a toutes les autres choses qui sont faites depuis des décennies pour éviter les sanctions américaines. Pas seulement par l'Iran, mais littéralement par 30 autres pays dans le monde. Qu'est-ce qui empêcherait cela? C'est pour ça que je pense que les Américains, avec cette rhétorique du jour J, qui à mon avis est largement absurde, mais accordons-leur le bénéfice du doute. Si cela veut dire qu'ils vont sanctionner les 5 plus grandes banques chinoises, d'accord, et les obliger à faire un choix, les Américains sont vraiment face à quelque chose où, encore une fois, ils ouvrent la possibilité, vous savez, pour reprendre votre Scott Bessent, votre analogie du jour J, de faire maintenant une analogie avec Bretton Woods. Et nous sommes en train de créer un nouvel ordre monétaire. Et devinez quoi? Vous n'en faites pas partie. Et vous savez, on voit cette fracture. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je dirais quand même ceci à propos des Iraniens. On ne voit pas les Américains parler à qui que ce soit. Je suis sûr qu'ils sont au téléphone et tout le reste. Mais on ne voit pas de visite américaine très médiatisée, qui démontre leur engagement en faveur du dialogue, qui témoigne d'une préoccupation pour la diplomatie. Chez les Iraniens, on le voit constamment. Soit des gens viennent leur rendre visite,
soit eux vont rendre visite à d'autres pays. Et rien que sur ce point-là, quelle possibilité reste-t-elle aux Américains? Pendant ce temps, les Iraniens semblent continuer d'explorer des possibilités et au moins de communiquer avec leurs voisins et d'autres pays dans le monde, d'une manière que les Américains n'adoptent pas. Et donc, les Iraniens ont aussi un avantage de ce côté-là. Toute cette affaire, je pense qu'on a peut-être dépassé le stade de l'option militaire, heureusement. Mais cette guerre s'étend alors au Liban, à la Syrie, à l'Irak, au champ de bataille des forces par procuration. De temps en temps, ça explose de nouveau. Il y a une semaine de frappe américaine. C'est donc très semblable à l'Irak, de 1991 à 2003, avec les États-Unis qui attaquaient, qui bombardaient littéralement l'Irak un jour sur deux, ou tous les 3 ou 4 jours peut-être, pendant toute cette période de 12 ans, avec les sanctions aussi. Mais l'Iran est un État complètement différent, dans une situation complètement différente de celle de l'Irak. Les gens pensent donc que ça marchera tout simplement de la même façon. De toute façon, ça n'a pas marché. Nous avons fini par devoir envahir l'Irak quand même. Matt, Donald Trump a déclaré hier qu'ils avaient retiré toutes ces mines du détroit d'Ormuz. Et aujourd'hui, Bloomberg a rapporté que des alliés des États-Unis avertissent en privé que, vous savez, leurs mines sont toujours là. Ils ne les ont pas retirées. C'est simple, non? Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous croit quoi que ce soit de ce que disent les Américains. Et personne ne devrait les croire. Que ce soit l'idée que, et Trump l'a encore dit ce matin, nous venons de faire passer 10 millions de barils de pétrole par le détroit d'Ormuz la nuit dernière. Je ne pense pas que qui que ce soit y croit. Il n'y a aucune preuve de tout ça. Quant à cette idée de déminer, pourquoi les Américains ne nous ont-ils montré aucune vidéo? Enfin, on s'attendrait à ce que la marine américaine, qui cherche désespérément à démontrer la moindre compétence opérationnelle à ce stade, diffuse partout des vidéos de ces drones sous-marins faisant exploser ces mines, non? Vous me dites qu'il n'y a pas un Reaper ou quelque chose dans le secteur qui filmait à ce moment-là et qui ne pourrait pas nous montrer l'explosion dans l'eau. Vous savez, je veux dire. Je pense donc que le fait qu'il n'y ait aucune preuve de ça, alors qu'il serait tout simplement dans l'immense intérêt de la marine américaine, encore une fois, de démontrer un minimum de compétences opérationnelles après les 6 derniers mois, durant lesquels on n'en a vu aucune. Aucune effort. Et puis, vu la nature même des mines, on n'a entendu aucun rapport indiquant que les Américains auraient envoyé leurs navires dans cette zone. Les rares fois où les Américains ont envoyé des navires dans le détroit d'Ormuz, vous savez, ils ont été repoussés par des tirs et des attaques iraniennes. On n'a rien vu de tout ça. Peut-être que je suis passé à côté. Peut-être que je ne lis pas assez les articles de l'Institut naval des États-Unis. Mais bon, vous savez, c'est un peu comme cette idée selon laquelle les Américains feraient passer des dizaines de navires chaque jour par le détroit d'Ormuz. C'est douteux. Et même si, enfin, disons que c'est vrai. Disons qu'il n'y a plus de mines là-bas. Disons que les Américains font passer des navires. Quelle en est l'importance alors? Vous savez, le CENTCOM a publié un communiqué, il y a environ un mois, disant qu'ils avaient fait passer, qu'ils avaient escorté 1000 navires à travers le détroit d'Ormuz au cours des 5 derniers mois. Et la plupart des gens disent « Non, on ne vous croit pas ». Mais il y a aussi, enfin, quelqu'un qui dit « C'est formidable ». Je vais vous croire. Ça veut dire qu'au cours des 5 derniers mois, vous avez fait passer 1000 navires. Cela représente à peu près une semaine de trafic maritime sur les 5 derniers mois. Donc, mettons que les mines aient disparu. Les Iraniens ont toujours leurs missiles et leurs drones. À ma connaissance, c'est ainsi que la plupart des navires ont été touchés, par des missiles et des drones.
Et en réalité, les Iraniens peuvent poser davantage de mines. Je suis certain qu'ils en ont la capacité. Cette capacité a peut-être été quelque peu dégradée parce que les Américains ont détruit beaucoup de leurs navires qui étaient visibles. Mais, tout comme pour les villes de missiles, les Iraniens ont des moyens de poser des mines qui ne sont pas détectables par les Américains. Il y a des pays qui subissent des pressions. Je dirais que le Qatar est le plus touché. Le Qatar est l'un des pays qui souffre le plus, Matt, davantage que d'autres pays d'Asie occidentale, dans le Golfe Persique, parce que, dès le premier jour de la guerre, il a été soumis à une pression énorme. La seule voie d'accès qu'il a au marché mondial passe par le détroit d'Ormuz. Et aujourd'hui, CBS News a rapporté que 96% de ses exportations de gaz naturel liquéfié ont été, vous savez, retirées de leurs calculs, parce qu'elles ne sont plus là. Oui. Le Qatar envisage une contraction d'environ 9% de son économie cette année. Et je sais qu'il y a un mois, ils avaient déclaré un cas de force majeure. Ils avaient dit qu'ils ne reprendraient aucune expédition de GNL avant la fin septembre. C'était il y a un mois. Alors je me demande même s'ils vont tenir cette échéance. Je ne le pense pas. Et les conséquences seraient énormes. Je ne sais pas ce qu'ils prévoient pour l'Europe, en termes d'hiver plus froid ou quoi que ce soit de ce genre. Mais je sais que les stocks de gaz européens sont à des niveaux très bas. Et je veux dire, les entreprises américaines font une fortune avec ça, une fortune absolue. Mais pour les Qataris, comme vous l'avez dit, Nima, ça a été ruineux. Les pertes qu'ils ont subies sont estimées à 24 milliards de dollars. C'est colossal quand on regarde la taille de l'économie qatarienne. Et l'importance de cela est majeure, d'une certaine manière, considérable. Mais Donald Trump veut aussi qu'il fasse partie du conflit, qu'il prenne part à la guerre économique qu'il mène contre les Iraniens. Ce n'est pas comparable à ce qui se passait avant, Matt. Vous vous souvenez du JCPOA, quand Donald Trump a décidé de lancer une guerre économique contre l'Iran. À l'époque, les Européens étaient très bons. Il n'y avait pas de guerre en Ukraine. L'économie européenne était en meilleure forme. Et les pays du CCG étaient loin d'en être là où ils en sont aujourd'hui. Et en même temps, selon vous, à mesure que le temps passe, quelle pression cela représente-t-il? At the same time, how much pressure, in your opinion, as time goes by? Because the war is war by... Parce que cette guerre est d'une certaine manière une guerre d'attente. Les deux camps veulent attendre de voir lequel cédera, vous savez, le plus tôt possible. Mais cette guerre ne concerne pas seulement les États-Unis et l'Iran. Elle concerne toute une région qui ressent ce qui se passe. Comment voyez-vous la complexité de la situation? Et pensez-vous que cette complexité est prise en compte à Washington, ou bien qu'ils n'en voient pas tant que ça? Qu'ils ne voient que l'économie américaine? Vous avez évoqué le cas de l'Iran. Pour le Canada, on voit clairement, l'arrogance de l'administration Trump. Mais j'imagine que, lorsqu'il s'agit des pays du CCG, ce doit être différent, parce qu'ils sont la base, le fondement des pétrodollars. Because they're the basis, they're the foundation of petrodollar. Right. But I mean, it's Oui. Mais enfin, c'est très compliqué. On pourrait parler de l'Europe, de cette idée. Restons sur le GNL en Europe. Et disons que les coûts de chauffage en Europe vont, s'ils ont un hiver plus froid, ils ont déjà un hiver froid. S'ils ont un hiver plus froid que la normale, El Niño arrive, donc peut-être que ce sera le cas. Je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas. Mais enfin, le point, c'est de dire que comme il y a plusieurs années, les Européens dépensaient des centaines de milliards de dollars en subventions pour le chauffage de leur population. Avec cette pénurie de GNL, les Européens ne vont-ils pas devoir dépenser davantage, encore une fois? Ne vont-ils pas devoir consacrer, une fois de plus, des centaines de milliards d'euros de subventions à leur population pour qu'elle ne gèle pas cet hiver?
Et puis, il y a Zelensky qui dit « J'ai besoin de 30 milliards de dollars. Tout l'argent dont nous disposions pour cette année, nous l'avons déjà dépensé. J'ai besoin de 30 milliards de dollars. Sinon, nous allons nous effondrer. » Donc, l'endettement qui s'accumule en Europe, les coupes dans les services sociaux, la hausse générale du coût de la vie. Je veux dire, les conséquences de cette guerre en Europe vont être dramatiques. Et ce sera la même chose dans le Pacifique. Regardez le Japon, vous savez, avec sa crise du yen. Le yen est en difficulté. L'économie japonaise l'est depuis des décennies, évidemment, n'est-ce pas? Mais cette crise résulte de cette guerre, de la crise énergétique et de la dévaluation, c'est-à-dire de la perte de valeur du yen, parce qu'ils dépensent tellement d'argent en énergie. Alors, que font les Japonais? Ils commencent à vendre des bons du Trésor américain pour soutenir leur monnaie. Les Américains réagissent en vendant des euros pour essayer de vendre, vous savez. Mais les répercussions... Et donc maintenant, vous avez le Japon, le plus grand détenteur de bons du Trésor américain, en dehors des États-Unis, qui vend ses bons du Trésor. En même temps, le marché obligataire est en crise. En même temps, sur le marché obligataire, on voit le marché obligataire, on voit des rendements qu'on n'avait pas vus depuis 2008. Donc je veux dire, c'est compliqué. Mais les Américains qui pensent que cela va rester cantonné à une région ou peut-être à une poignée de pays, non, cela va se répercuter sur notre économie. Et je ne parle même pas des effets directs sur l'économie. Je parle des effets indirects. L'Europe qui s'endette davantage, la dévaluation de l'euro qui en découle et la façon dont cela va affecter le dollar américain. Mais aussi, vous savez, l'effet inverse. La dévaluation du yen, les ventes massives de bons du Trésor américain. Cela devient, enfin vous mettez tout cela ensemble, vous y ajoutez toute une série d'autres facteurs, ainsi que la situation terrible dans laquelle se trouvent actuellement les États-Unis, avec leurs propres dettes, leur propre crise obligataire, les taux élevés que les gens payent pour leur crédit immobilier et leurs prêts automobiles, le fait que les Américains accumulent des retards de paiement sur leurs dettes à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 2007, 2008, juste avant la grande récession, et tout le reste. Vous savez, ça devrait être un voyant rouge clignotant à Washington, mais ça ne semble pas l'être. Et je pense qu'ils ont en tête cette vision très simple de l'Empire. Cette guerre peut être contenue. C'est pour ça qu'on a des vassaux. Les vassaux servent de zone tampon. Donc les Qataris sont notre zone tampon dans la région. Et au fond, on doit jouer à qui cédera le premier avec les Qataris et les Iraniens. Qui va s'effondrer le premier? Et on parie que les Qataris peuvent tenir plus longtemps, parce qu'ils ont un coffre-fort plus rempli que les Iraniens. Les Iraniens sont assiégés depuis 47 ans. Vous savez, ils essayent sans cesse d'accumuler de l'or, parce qu'ils savent à quel point leur situation est précaire. Leur monnaie vient de dépasser les 2 millions. Vous savez, c'est comme ça qu'ils se racontent les choses. Pendant ce temps, les Qataris sont tellement riches qu'ils offrent des avions, vous voyez, alors que ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais je pense que c'est la mentalité américaine. Et cette idée, encore une fois, c'est une conception impériale. C'est pour ça qu'on a des zones tampons. Elles en subissent les conséquences et le centre, n'est-ce pas, le cœur de l'Empire, n'est pas touché. Ou alors, l'impact est réduit, atténué. Et je ne pense pas que le monde fonctionne comme ça. Donc, je veux dire, on le disait déjà en mars et en avril, vous bombardez l'Iran. Et qui était-ce? American Airlines fait faillite. J'ai déjà un trou de mémoire sur la compagnie aérienne qui a déclaré faillite. C'était en mars ou en avril, non? Mais vous avez ces effets-là. Spirit. Vous bombardez l'Iran et Spirit Airlines fait faillite. Il y a donc cette corrélation, ce lien de cause à effet dans ce monde du XXIe siècle. Et je pense que ces hommes et ces femmes qui peuplent l'Empire sont des dinosaures dans leur manière de penser. Mais pire encore, ils font partie du régime de Trump.
C'est donc, vous savez, une kakistocratie, n'est-ce pas? Le gouvernement des pires personnes. C'est pour ça qu'on entend un type comme Bessent dire « La dette ne m'inquiète pas, on va simplement la faire disparaître par la croissance ». Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle les prix du pétrole sont si élevés. C'est le secrétaire au Trésor qui dit ça, pas un illuminé de la radio d'extrême droite. Non, c'est le secrétaire au Trésor qui tient ce genre de propos. Le président des États-Unis dit que la situation financière des familles américaines lui importe peu. Vous savez, dire des choses comme ça, enfin sans le dire, mais d'après tout ce qu'on peut imaginer, il ne semble pas se soucier des élections de mi-mandat. Je veux dire, on a affaire ici à un gouvernement comme on n'en a jamais vu aux États-Unis. On ne peut désigner aucun gouvernement, aucune administration qui ressemble à celle-ci. Même l'administration Nixon. Oui, il y avait un très haut degré d'intérêt personnel. Son intérêt personnel était stupide. C'est ce qui a entraîné sa chute. Mais on pouvait aussi comprendre Nixon, dans le sens où il avait des loyautés institutionnelles et idéologiques que ces gens-là n'ont absolument pas. Leur seule loyauté, c'est leur propre intérêt. Donc oui, où tout cela mène, je ne sais pas. Et votre question sur le fait que les Américains ne le comprennent pas, je pense que c'est tout à fait vrai. Oui, ils ne le comprennent pas. Que pensez-vous du fait que le directeur de la CIA se rende en Russie? Nous savons qu'il n'y a pas de négociation en cours entre les deux parties, n'est-ce pas? Et Steve Witkoff, Jared Kushner, ce ne sont pas des diplomates. L'un est le gendre de Donald Trump et l'autre est son ami, son meilleur ami, pour conclure des affaires à New York. Et ça n'a rien à voir avec la diplomatie, les négociations ou quoi que ce soit relevant de la politique étrangère. Mais après tout, ce sont eux qui sont chargés de la politique étrangère. Et jusqu'ici, ça n'a pas marché. C'est pourquoi, à mon avis, c'est l'une des principales raisons. Vous pouvez avancer qu'il y a peut-être une sorte de subtilité technique concernant le déplacement du directeur de la CIA en Russie. Mais cela montre surtout que la diplomatie ne fonctionne pas entre les deux systèmes. Les États-Unis manquent énormément, vous savez, de cette partie-là, de cet énorme volet du gouvernement américain qu'est la diplomatie, la politique étrangère, et la manière de mettre en œuvre cette politique étrangère par l'intermédiaire de diplomates. Et vous, comment interprétez-vous cette visite du directeur de la CIA en Russie? Oui, je ne sais pas. Je n'ai rien vu qui mérite d'être répété. Et mes propres spéculations sur ce sujet sont confuses. Je ne sais vraiment pas quelle direction va prendre cette administration. Vous savez, avec l'administration Biden, quand Burns est allé en Russie, le directeur de la CIA de Biden, qui était diplomate de carrière, n'est-ce pas? On comprenait ce qui allait être communiqué. On comprenait la ligne suivie par les Américains. Là, je ne sais pas. Je veux dire, est-ce que Ratcliffe y va? Et Ratcliffe n'est pas un diplomate. C'était un homme d'affaires qui a été élu au Congrès, puis est devenu une diva du lobby sioniste. Quand le dirigeant de l'AIPAC s'est vanté il y a quelques années, des membres de l'administration Trump qu'il avait ou que l'AIPAC avait dans sa poche, Ratcliffe est l'un de ceux qu'il mentionne. Vous pouvez aller voir sur Grayzone si vous ne savez pas de quoi je parle. Mais Ratcliffe n'est certainement pas Burns. Et tous ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas Burns non plus. Mais Ratcliffe c'est pas un bouffon évident comme Mike Pompeo. Mais je pense que sa compréhension des choses est incroyablement limitée et que ses loyautés sont douteuses. Donc le fait que ce soit lui qui y soit allé, plutôt que Kushner ou Witkoff, ne me rassure pas du tout, et ça ne m'inspire aucune confiance. Mais plus généralement, qu'est-ce qu'ils font et de quoi s'agit-il? Ratcliffe, on l'a vu lors de visites très médiatisées. C'était la première personne à se rendre. C'était le premier Américain à aller au Venezuela après l'enlèvement de Maduro. Quand la situation s'est tendue avec Cuba il y a quelques mois, c'est Ratcliffe qui est allé à Cuba.
Ratcliffe, j'ai énuméré un cercle rapproché de Trump. J'ai oublié Ratcliffe. On dirait que Ratcliffe fait partie du cercle rapproché de Trump. Trump semble lui faire confiance, semble l'apprécier. Il a déjà travaillé avec Trump auparavant. Il était son directeur du renseignement national lors de son premier mandat. Donc vous savez ce qu'il fait là-bas et ce qu'il dit aux Russes, je n'en sais rien. Enfin, Nima, je parierais les deux moitiés d'un dollar qu'il leur dit, soit qu'on abandonne les Ukrainiens, soit qu'on va recommencer à les financer. Je ne sais pas ce que fait cette administration. Je ne pense pas qu'eux-mêmes le sachent. Je ne pense pas qu'ils le sachent. Je dirais au moins que c'est le directeur de la CIA qui s'y rend, et non pas Kushner et Witkoff. En ce sens que c'est au moins le directeur de la CIA, et pas, comme vous l'avez dit, son copain de golf et son gendre. Mais l'Europe, Matt, quand vous regardez l'Europe aujourd'hui, voyez-vous le moindre signe qu'elle en arrive au point de vouloir mettre fin au conflit en Ukraine? Ou bien voyez-vous l'Europe redoubler d'efforts et aller de mal en pis? Non, je pense que ça empire. Si vous avez vu cette hystérie dans toute l'Europe au sujet de cette prétendue attaque de drones russes contre un aéroport en Allemagne, les déclarations qui affluent, ils ont trouvé un drone qui aurait soi-disant transporté un explosif dans l'un des aéroports allemands. Et on voit des chefs d'État, des ministres des Affaires étrangères, des responsables du renseignement partout en Europe, tous catégoriques. C'est la Russie. Les Allemands doivent faire quelque chose. Et puis cette hystérie est reprise dans toute la presse occidentale. Voilà encore un exemple de la guerre hybride menée par la Russie. Et si on connaît quoi que ce soit aux Russes, si vous ne tracez pas une ligne rouge et ne la faites pas respecter, les Russes continueront à vous pousser. Toutes ces absurdités, toutes ces conneries. Mais c'est essentiellement fait pour poursuivre la campagne de propagande en faveur de la guerre. Vous avez aussi une classe politique européenne, tant au niveau national qu'au niveau de l'Union européenne. Je ne vois aucun signe qu'ils ne soient pas prêts à se ruiner pour cette guerre, au niveau de l'Union européenne comme ailleurs. Et en Grande-Bretagne, il n'y aura certainement aucun changement avec, comment il s'appelle, Keir Starmer, qui prend la relève. Mais peut-être qu'on l'aura si Le Pen gagne en France, ou si l'AfD arrive au pouvoir en Allemagne, ou quelque chose comme ça. Mais alors vous avez tout un tas d'autres problèmes, non? C'est ce qu'on espère. On espère que l'extrême droite prendra le pouvoir dans ces pays. C'est ce qu'on espère. C'est notre meilleure porte de sortie, vous voyez? Et donc, je ne vois pas vraiment de changement en Europe en ce qui concerne leur engagement dans la guerre en Ukraine. Au contraire, je pense qu'ils ont été renforcés au cours de l'année et demie écoulée, en voyant que l'Ukraine avait réussi à traverser, à surmonter cette période sombre quand les Américains ont abandonné l'Ukraine, n'est-ce pas? Les Américains n'ont pas complètement abandonné l'Ukraine. Ils lui ont fourni énormément de renseignements, d'aide au ciblage et d'autres formes de soutien. Mais l'espoir, c'est que les Américains puissent recommencer à financer l'Ukraine dès l'année prochaine, si vous avez un Congrès démocrate. Donc je pense que beaucoup d'Européens voient cette lumière au bout du tunnel. Et puis il y a ce discours constant selon lequel l'économie russe va s'effondrer, selon lequel l'armée russe va échouer. L'armée russe est en train d'échouer. Vous avez vu des blogueurs, autrefois fiables, du moins pour nous donner une idée de la ligne de front, des territoires perdus ou gagnés chaque jour, ne plus être aussi fiables aujourd'hui, n'est-ce pas? Je pense notamment à Deep State, vous voyez, et à d'autres qui étaient, selon moi, objectifs et fiables dans une certaine mesure. Ils avaient un biais, ils étaient pro-ukrainiens, mais au moins, on avait le sentiment qu'ils n'étaient pas aussi mauvais que, par exemple, l'Institut, même l'Institut pour l'étude de la guerre. Leurs analyses étaient terribles, mais leurs cartes
je pensais qu'on pouvait leur faire confiance. Elles étaient plutôt bonnes. Mais maintenant, je pense que ça a changé. Leur représentation de ce qui se passe cherche à rester alignée sur le récit de Zelensky et des Européens, selon lequel l'Ukraine est en train de gagner la guerre. Donc, tant que cette information et cette propagande sont là, et tant qu'ils sont prêts à continuer à se ruiner, cette guerre continue. Je veux dire, je comprends les problèmes d'effectifs de l'Ukraine. Je le comprends. Mais je ne pense pas que ce soit ça qui mette fin à la guerre. Vous savez, je pense que la seule chose qui mette fin à la guerre, c'est l'effondrement de l'Ukraine. Et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'ensuite, vous avez quoi? Que font les Russes? Que font les Polonais et les Roumains? À quoi ressemble une Ukraine résiduelle? Quelle part de l'Ukraine la Russie est-elle prête à occuper? Est-ce qu'ils vont occuper toute l'Ukraine de la rive gauche, tout ce qui se trouve, vous savez, à l'est du fleuve? Ils vont faire ça? C'était pas leur objectif. Et maintenant, ils vont faire ça? Ils vont assumer tout ça? Déclencher une insurrection? Vous voyez ce que je veux dire? Rien de tout ça n'a de sens pour moi. Et je pense que tout comme la guerre en Iran, son apparence peut changer, mais elle ne se termine pas. Je pense qu'on en parlera encore dans les années 2030. Oui. Keith Kellogg a donné une interview aux médias ukrainiens dans laquelle il a déclaré que si l'Ukraine continue à se battre contre la Russie, comme elle le fait actuellement, de beaux jours l'attendent. Il a aussi affirmé que, selon lui, l'Ukraine est en train de gagner. Et il a même suggéré de mobiliser les femmes ukrainiennes pour l'effort de guerre. Alors, qu'espère-t-il accomplir avec les femmes ukrainiennes que les hommes n'ont pas réussi à accomplir jusqu'à présent? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que, d'abord, laissez-moi me corriger. Je crois que j'ai appelé le Premier ministre britannique Milburn, alors que c'est Burnham. Je pense que j'avais Miliband en tête. Bref, je pense qu'il y a ce fantasme de la mobilisation totale. Et comme les récits qu'on entend, des récits vrais sur les femmes russes, les femmes soviétiques qui ont participé à la guerre contre les nazis, ou sur les femmes vietnamiennes qui ont participé à la guerre contre les Américains. Le rôle qu'a joué cette mobilisation totale, cette force entière. Vous savez, James Bradley a une phrase dans son nouveau livre sur la guerre du Vietnam. Il parle d'une femme vietnamienne qui dit « C'est pour ça que nous avons battu les Français ». C'est pour ça qu'on a battu les Américains, parce qu'ils ne se battaient qu'avec une seule main. Vous savez, chez nous, les hommes comme les femmes se sont battus. Les Français et les Américains, eux, n'ont permis qu'à leurs hommes de combattre. Donc je pense qu'il y a cette idée fantasmée selon laquelle on va maintenant assister à une mobilisation générale, à une guerre totale menée par les Ukrainiens. Il y a aussi l'idée de faire travailler les femmes à l'arrière, ce qui libérerait davantage d'hommes pour aller sur la ligne de front. Je ne sais pas. Je ne sais pas en quoi ça changera la corruption au sein de l'armée ukrainienne, où l'on peut payer pour s'en sortir. Je ne sais pas quel effet cela aura là-dessus. Et si l'on pense à la résistance face aux hommes qu'on emmène de force dans l'armée ukrainienne, comme on le voit, on voit ces vidéos de gens qui se défendent contre les recruteurs de l'armée ukrainienne, contre ces équipes de recrutement forcé. À quoi ça va ressembler quand ils commenceront à faire ça aux femmes? Je veux dire, ce ne sera plus seulement un type qui donne des coups de poing ou un type qui sort un couteau. Là, des gens vont être abattus. Je veux dire, je ne connais personne qui, si quelqu'un venait chez lui et essayait d'emmener sa fille, sa sœur ou sa femme, ne tuerait pas cette personne. Je ne connais personne au monde qui ne ferait pas ça. Alors, comment Kellogg peut penser que ce sera la solution pour l'Ukraine? Je ne sais pas. Je pense qu'il ferait mieux, les Ukrainiens feraient mieux, de demander plus d'argent aux Européens, puis d'acheter les services de mercenaires du monde entier. Je pense qu'il ferait mieux de faire ça
plutôt que de suivre cette proposition d'intégrer des femmes dans les forces armées de cette manière. Bringing women into the force like that. Yeah, they had Fico of Slovakia Ils avaient Fico together de with Slovaquie Orban. avec Orban. Right now, Orban Là, is Orban est gone parti and et la Hongrie revient dans le rang. Aujourd'hui, ils ont déclaré que la Russie était le pire ennemi, qu'elle est une menace pour la Hongrie. C'est tellement incroyable pour moi. La Hongrie dépend de la Russie. Right, I know. But again, these people. Oui, je sais. Mais encore une fois, ces gens sont prêts à se détruire eux-mêmes au nom de cette idée supérieure, plus noble, selon laquelle leur identité est liée à l'opposition aux dangers venus de Russie. Et c'est une histoire aussi vieille que les nations. Cette idée selon laquelle, si vous voulez distraire votre peuple, si vous voulez unir votre peuple, vous utilisez un ennemi étranger pour y parvenir. Et je pense que vous l'avez vu. Mais dans le cas de la Hongrie aussi, le gouvernement au pouvoir, c'est son accord avec l'Union européenne. C'est ce qu'ils sont. C'est leur classe politique. Ce sont leurs amis. Bien sûr, ce sera leur réponse. Et je suis sûr que l'Union européenne a dit à la Hongrie, « Ne vous inquiétez pas, on s'occupera de vous, n'est-ce pas ?» Mais encore une fois, cette idée qu'ils sont prêts non seulement à détruire l'Ukraine pour s'opposer à la Russie, mais aussi à détruire leurs propres économies, à faire souffrir leur propre population, oui. Enfin, on le voit partout. Je veux dire, l'an dernier, rappelez-vous, si on remonte un peu, c'est la Suède ou la Norvège qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Je me souviens plus. La Finlande et la Suède. La Finlande et la Suède font partie de l'Union européenne ou n'en font pas partie. Non. Non. Je ne me rappelle plus si... Enfin, l'un d'eux ne fait pas partie de l'Union européenne. Et l'an dernier, les gens se souviennent de l'automne, quand l'Union européenne débattait de ça, vous savez, prendre les avoirs russes gelés, voler l'argent russe et le donner à l'Ukraine. Et c'est devenu cette question, on ne peut pas faire ça, on va plutôt accorder un prêt. Et c'était une décision de l'Union européenne. Là encore, vous aviez je ne sais plus quel pays scandinave, non membre de l'Union européenne, qui disait qu'il allait s'aligner aussi, non? Enfin, l'idée même de monter dans ce train pour prouver sa bonne foi en tant que membre de cet empire européen, ils sont prêts à se mettre en faillite pour... C'est la Norvège. La Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne. C'est la Norvège. Je crois que c'était la Norvège. La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Oui, je crois que c'était la Norvège. Et leur volonté, leur désir de suivre le mouvement, de participer à ce programme de l'Union européenne qui consiste à ajouter encore de la dette avec un prêt qui ne sera jamais remboursé. Jamais remboursé. Ils sont prêts à faire ça. Enfin, c'est ahurissant. Vous savez, si c'était une question liée à l'OTAN, peut-être, pour la Norvège, mais vous ne faites même pas partie de l'Union européenne et vous êtes tellement désireux de faire partie de ce club, de prouver à quel point vous êtes dur, de prouver que vous êtes les premiers. Enfin, quelle que soit cette identité qu'ils ont, qui fait qu'ils ont besoin de cette guerre contre la Russie. C'est une folie qu'ils soient prêts à se ruiner eux-mêmes tout en continuant à pousser jusqu'aux limites de la guerre. Et beaucoup d'entre eux veulent faire la guerre. Encore une fois, regardez cette histoire de drones venus d'Allemagne où l'on voit ces ministres de toute l'Europe réclamer une réponse forte. Enfin, ils exigent tout simplement qu'on accélère la marche vers la guerre. Et c'est tout simplement incroyable à observer. Oui. Pour moi, c'est simple. L'Europe. Je ne vois pas d'avenir pour l'Europe sans la Russie, pour être honnête, parce qu'il n'y a aucun moyen de survivre. Je veux dire, la Russie était leur source de carburant bon marché et abondant, non? D'énergie bon marché et abondante. Et ils ont détruit ça, littéralement détruit, non?
sans parler aussi de cette relation qui durait depuis des siècles. Difficile parfois, je l'admets. Mais vous savez, leur volonté d'imposer cette idée que la Russie ne fait pas partie de l'Europe, que ce sont des Slaves qui ne sont pas européens, enfin toutes sortes de choses. Et les Russes l'ont démontré pendant combien de temps? N'était-ce pas Gorbatchev qui avait cette idée d'une entité européenne unifiée? Vous voyez ce que je veux dire? Les Russes voulaient cela, et ils ont clairement montré leur volonté de se tourner vers l'Ouest. Et maintenant, cette guerre a... Vous savez, si la guerre se termine demain, Nima, est-ce que les Russes recommencent à regarder vers l'Ouest? Ou bien se sont-ils dit, vous savez quoi? Il va bien vers l'Est. C'est bien plus avantageux de regarder vers le Sud. Vous savez, nous n'avons pas besoin. Et ils voient bien comment les Européens se comportent. Pourquoi voudriez-vous vous aligner sur eux? Pourquoi voudriez-vous avoir des relations avec des gens aussi autodestructeurs et aussi maniaques? Ça n'a aucun sens. Et puis, qu'est-ce que vous allez obtenir de l'Europe? De quoi la Russie a-t-elle besoin de la part de l'Europe à ce stade? L'Europe apporte quoi au juste? Ils n'ont plus besoin de ce marché pour le gaz et le pétrole. Enfin, je ne devrais pas dire ça, parce que l'Union européenne est le plus grand acheteur de gaz russe. Mais les Russes trouveront d'autres marchés pour ce gaz. Vous savez, surtout avec le Qatar écarté du jeu pendant plusieurs années. Les Russes trouveront d'autres acheteurs pour leur gaz. Et ce que l'Europe aurait pu être si, après la fin de la guerre froide, elle avait choisi de suivre sa propre voie. Et au lieu de ça, non. Elle s'est désindustrialisée, elle s'est militarisée, elle s'est endettée. Elle n'a pas assez investi dans sa propre population. Oui, et regardez où ils en sont aujourd'hui. Ce qu'ils espèrent, et je pense que c'est peut-être un calcul sincère de la part des dirigeants européens, c'est que la meilleure chose pour eux est de rester avec l'Empire américain. Je pense que c'est le calcul de beaucoup d'entre eux. C'est leur identité, c'est là que se situe leur loyauté institutionnelle. Ils sont la génération X du statut de partenaire junior de l'Empire américain, tel qu'ils le voyaient. Trump a clairement fait comprendre qu'ils ne sont rien de plus que des vassaux. Mais eux continuent de se voir comme un partenaire junior. Et peut-être que, dans leur calcul sincère, c'est la meilleure chose pour eux. Parce que s'ils font cavalier seul, quelles possibilités ont-ils? Autour de quoi peuvent-ils bâtir leur propre centre de pouvoir? Je veux dire, dans un monde multipolaire, on pourrait imaginer les États-Unis, la Russie, la Chine, d'autres nations comme l'Inde, le Brésil, n'est-ce pas? D'autres pays aussi, ainsi que les différentes alliances, les blocs, les BRICS, bien sûr. Que peut faire l'Europe pour se placer dans ce premier rang? Qu'a-t-elle qui lui permette d'être considérée comme l'égale des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de l'Inde ou du Brésil? Qu'a-t-elle au juste? Elle n'a rien. Et ils font aussi de leur mieux pour éloigner la Turquie. Enfin, ils ne vont même pas jusqu'à la chasser de l'OTAN. Mais ils détestent clairement l'idée que la Turquie puisse éventuellement rejoindre l'Union européenne. Donc oui. La Turquie n'intégrerait jamais l'Union européenne, Matt. La Turquie n'est pas un pays chrétien. Oh, ils l'ont voulu. Les Turcs l'ont voulu, bien sûr. Mais les Européens ont juste, vous savez, ils ont été, enfin, mon Dieu, c'était, vous savez, je veux dire, autant mettre une pancarte à l'entrée du club de l'Union européenne, chiens et Turcs interdits. C'est vraiment ça, l'attitude qu'ils ont eue. Je n'imagine même pas si, comme vous l'avez dit, l'idée dépendait de von der Leyen, de Kaja Kallas ou de quelqu'un comme ça. Elle s'évanouirait probablement. Merci. Merci beaucoup, Matt, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Très bien. Merci, Nima.